Un jour, j'ai daté un mec qui était, somme toute, plutôt insupportable. Dès le début, je me suis dit que ça allait être compliqué. Il arrive avec son ego, que j'avais même pas besoin de lunettes, de mettre des jumelles même, pour le voir arriver, lui et son ego, à notre date. Le mec est médiocre, disons-le franchement. On est là, face à face, dans un bar totalement vide. On commence à discuter et je lui dis que la cause féministe est très importante pour moi. Et là, je sens son regard qui shift. Parce que dès le début du date, moi, je me suis dit, ce mec va pas me plaire, mais moi, j'espère que je vais lui plaire. Je me suis dit, j'ai envie de garder le pouvoir dans cette relation. Il y a toujours un truc de domination et je me suis dit, tu vois, moi, je sais qu'il me plaît pas. Donc moi, j'espère que je vais lui plaire. Parce que comme ça, je serai la queen qui ne veut pas de lui. Tu vois ? Mais j'avais pas du tout envie que lui se dise « Ah, je veux pas d'elle ». Honnêtement, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ça a un sens et c'est tout le but de cet épisode. Donc je lui dis que je suis féministe et il me regarde bizarrement. Et il essaye de me dire que oui, la cause féministe, elle a un sens et tout. Mais il fallait qu'il y ait un mais. Mais oui, choisissez vos luttes, machin. Bref. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui me confirme « Waouh, ce mec est claqué ». Mais dans ma tête, je me suis juste dit « J'espère qu'il me voit pas comme une putain de féministe insupportable ». Et du coup, je me suis surprise à essayer de le convaincre que moi j'étais gentille, de le convaincre que on avait quand même des luttes qui étaient importantes. Et je fais tout ce que je peux pour essayer de le faire changer d'avis et de m'assurer que je l'impressionne et qu'il m'apprécie, tu vois. Et que j'ai toujours cette position de femme sensuelle, désirable à ses yeux. Je joue le rôle de la fille hyper attentive, drôle, intéressante, calme. Je l'écoute, oui, je suis très à l'écoute. Ah d'accord, tu penses ça ? C'est vrai que nanani nanana. Alors qu'au fond, j'avais envie de lui éclater les dents. Et qu'en plus, je m'en fiche complètement de ce monsieur-là qui est juste devant moi. Je n'en ai rien à faire, vous ne comptez pas pour moi. Ensuite, je rentre chez moi et sur le chemin du retour, je réfléchis. Oui, ça m'arrive, parfois je réfléchis. Et je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que je me suis mise dans cette situation-là ? Pourquoi est-ce que je m'épuise à chercher l'approbation d'un type qui ne m'intéresse pas ? Ou même l'approbation d'un type qui m'intéresse en général. Je cherche toujours l'approbation d'un mec, quel qu'il soit. Pourquoi ce besoin de validation masculine me colle à la peau comme un vieux chewing-gum qu'on n'arrive pas à enlever ? Et ben ça, c'est tout le but de l'épisode. Faut écouter là. Là, je peux rien faire, faut juste écouter. En colère, en colère, en colère, en colère. Le besoin de validation masculine n'est pas un simple caprice moderne. Il s'enracine profondément dans l'histoire des sociétés patriarcales. Déjà, dans la Mésopotamie antique, vers 3000 avant Jésus-Christ, les codes légaux comme le code d'Ur-Nammu, je ne sais pas comment ça se prononce, ou plus tard le code d'Hammurabi, définissaient clairement les droits et les devoirs des femmes. Elles devaient obéissance à leur mari et respect des normes familiales pour garantir leur sécurité et leur statut social. En gros, leur reconnaissance dépendait de leur capacité à plaire aux figures masculines de leur environnement. En Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les citoyennes n'avaient aucun droit politique, voilà, elles pouvaient clairement aller se faire foutre, et leur rôle était strictement limité à la sphère domestique. L'acceptation des injonctions masculines n'était pas seulement sociale, elle était légale. Hérodote et Aristote évoquaient d'ailleurs le mariage comme un outil de stabilité familiale et politique, où la femme doit se conformer pour maintenir l'honneur et la prospérité de la maison. Super, le poids sur les épaules, il n'y a pas grand-chose. On va s'en sortir. Ensuite, à Rome, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le pater familias. Pater, paternel, père de famille. Vous aurez compris ce que ça veut dire en gros. Le pater familias détenait un pouvoir légal absolu. Je vais répéter ça. Un pouvoir légal absolu sur sa famille. À l'époque, visiblement, si t'étais père de famille, tu étais Dieu.
La vie sociale et économique d'une femme romaine dépendait de l'approbation de son père ou de son époux. Même les femmes les plus influentes, comme Livia Drusilla, qui était par exemple l'épouse d'Auguste, devaient naviguer avec une finesse absolue pour obtenir reconnaissance et pouvoir sans transgresser les normes masculines. Au Moyen-Âge en Europe, les structures patriarcales se sont renforcées avec la féodalité, alors les femmes nobles pouvaient exercer un certain pouvoir, mais leur influence dépendait toujours du soutien ou de la tolérance des hommes, que ce soit les époux, les pères, les seigneurs, les rois et tout le reste. Voilà. Parce que clairement, à cette époque, si tu n'avais pas la validation d'un homme, si tu n'avais pas son soutien, sa reconnaissance, tu pouvais t'en aller. Franchement, va-t'en. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ton avenir n'existait pas. Tu pouvais déjà aller acheter ta tombe ou te jeter dans une fosse commune parce que ça ne sert à rien. Voilà. Leur survie, littéralement, et leur statut social restaient liés à leur capacité à se conformer aux attentes masculines. Si tu ne te conformes pas, va crever en gros. J'en parle justement dans mon épisode sur la chasse aux sorcières. À cette époque-là, si les hommes ne te validaient pas, on te butait. Donc c'est vraiment devenu une question de survie, ce besoin de validation. Même dans les sociétés non occidentales, la logique est similaire. En Chine impériale, sous la dynastie des Han, les femmes étaient subordonnées aux hommes de leur famille. Bien entendu, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je tourne en boucle parce que c'est toujours ça, on en revient toujours à ça. Et les mariages, c'était des mariages d'amour. Non! Les mariages arrangeaient des alliances et les statuts sociaux. Il n'était pas question de sentiments ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce que ces exemples montrent, c'est que la quête de la validation masculine, elle a été codifiée et institutionnalisée dans de multiples sociétés, sur plusieurs continents, pendant des millénaires. C'est même plus un trait de personnalité comme on pourrait se l'imaginer, parce que c'est historiquement construit. Comme le souligne d'ailleurs Gerda Lerner dans The Creation of Patriarchy. Plutôt qu'une question de psychologie individuelle, de traits de personnalité, ce truc de « moi j'ai absolument besoin de plaire, moi il faut absolument qu'on m'aime, j'ai absolument besoin de recevoir de la validation de telle personne, de la part de telle personne, de la part de telle personne ». En fait, c'est plus tellement un trait de personnalité, c'est un héritage culturel profond qui façonne encore nos comportements aujourd'hui. La psychologie moderne a mis un nom sur cette torture quotidienne, voilà, ça s'appelle The Contingent Self-Esteem, ou estime de soi conditionnelle. Certaines personnes ne se sentent valorisées que si elles reçoivent des signes de reconnaissance de la part de quelqu'un. Bon, rien de neuf sous le soleil, juste une manière scientifique de dire « tu ne vaux rien si on ne te dit pas que tu vaux quelque chose ». Charmant. Dans le monde occidental, d'après une étude de The National Eating Disorders Association, 62% des femmes interrogées en 2018 ont admis que l'opinion masculine affectait fortement leur confiance en elles. Pour les hommes, 48% estimaient que leur valeur dépendait de leur capacité à impressionner ou séduire, d'après une étude de l'Université de Melbourne en 2020. Et souvent, même si les hommes ressentent cette nécessité de séduire, par exemple les femmes, si on est dans le cadre d'une relation hétéronormée, souvent c'est aussi pour pouvoir trouver une place auprès d'un groupe d'hommes, donc par exemple auprès de tes potes, si t'es un mec, et pouvoir t'identifier comme faisant partie du groupe. Parce que toi aussi tu plais, parce que toi t'es pas une merde, parce que toi t'es un homme avec un grand H, parce que justement tu plais. Donc souvent, cette validation que les hommes ont besoin d'avoir vis-à-vis des femmes, ils l'ont aussi vis-à-vis des hommes, parce que s'ils ne plaisent pas aux femmes, très difficile de trouver une place dans le groupe de ton sexe. Donc en gros, on est tous complètement fuckés à cause du patriarcat. Le résultat, c'est une dépendance psychologique qui peut engendrer une grande joie, non, de l'anxiété, du stress, de l'insatisfaction chronique, de la dépression, la mort. Mais alors, qu'est-ce que ça implique, ce besoin de validation ? Et souvent, comme on a tellement besoin d'avoir de la reconnaissance, on va parfois accepter l'inacceptable. Historiquement, le mariage et les unions n'étaient pas basés sur l'amour, comme je l'ai déjà dit, mais sur la survie économique ou sociale. Dans l'histoire, pour les femmes, le mariage, c'était quand même une porte de sortie qui leur évitait d'avoir une vie
de merde. Bon, elles avaient aussi une vie de merde quand elles étaient mariées. Mais ne pas être mariée, c'était pire. Parce que t'as pas d'argent, t'as pas de statut social, tu peux pas travailler parce que t'es une femme, t'as pas de maison, tout le monde se fout de ta gueule, t'es une grosse merde. Si à 25 ans tu n'es pas mariée, quoique si à 20 ans tu n'es pas mariée, t'es une vieille fille et ta vie est foutue, tu vas perdre toutes tes dents, autant aller te jeter dans la fosse commune. Donc, le mariage, le fait de plaire, le fait de séduire, on l'a intégré comme étant quelque chose qui assurerait notre avenir. Jusqu'au 19e siècle, en Europe, les femmes avaient très peu de droits légaux, bien entendu. Pourquoi faire? Elles devaient obéissance et fidélité, parfois à des époux violents ou indifférents. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que parfois le mariage n'était pas vraiment non plus le meilleur deal pour elles. Mais bon! Donc beaucoup toléraient ces situations pour maintenir leur position sociale et leur survie, conscientes que la reconnaissance et la sécurité passaient avant tout. Dans le monde professionnel contemporain, cette dynamique, elle persiste sous de nouvelles formes. Les recherches de l'OCDE montrent que les femmes sont systématiquement moins payées et moins promues que leurs homologues masculins. Et face à des environnements toxiques, elles vont tolérer parfois le harcèlement ou la surcharge de travail pour survivre, exister, garder leur travail, pour progresser même. Il y a des témoignages issus de la Silicon Valley dans les années 2010 qui illustrent d'ailleurs parfaitement ce mécanisme. Des femmes dénoncent des abus, mais restent silencieuses par peur de perdre leur place et leur reconnaissance professionnelle. Parce que si une femme n'a plus de support masculin dans un environnement qui est généralement dominé par les hommes, bah c'est next, hein. Ensuite, l'ère numérique, elle a aussi amplifié cette quête de validation. Sur les réseaux sociaux, la peur du rejet et le désir d'approbation façonnent complètement les comportements. Des études sur Instagram montrent que 60% des jeunes femmes subissent un stress, comme si on n'en avait pas déjà assez, lié à la comparaison sociale. Les notifications et les likes activent les circuits de récompense du cerveau, reproduisant ainsi la logique historique, plaire pour exister. Voilà. Quand j'étais ado, je regardais le nombre de likes que j'avais sur mes posts Instagram. On est où? Est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça? Bref, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de travail ou de réseaux sociaux, la logique, elle est similaire. Plus le besoin de validation est fort, plus on tolère des comportements qui sont nocifs. Et ce phénomène n'épargne pas non plus les hommes qui parfois acceptent des situations stressantes ou des relations toxiques pour ne pas perdre leur statut ou leur image de mal accompli. Mais alors, ça a quelles conséquences sociales et culturelles, cette recherche de validation constante? Pour les femmes, l'effet le plus immédiat, c'est la pression à se conformer à des normes esthétiques et comportementales. Le maquillage, les vêtements, la posture, le ton de voix, tout est scruté. En même temps, le corps de la femme joue un rôle essentiel dans sa validation, bien plus que pour les hommes. Parce que pendant des siècles, le corps de la femme, c'était le number one thing que les hommes allaient voir pour décider, bon, qui va être mon épouse, qui va perpétuer ma lignée, à qui est-ce que je vais donner tout mon argent. Et d'ailleurs, comme je l'explique aussi dans mon épisode sur la chasse aux sorcières, pendant des siècles, si tu avais une singularité physique, ou même une façon de te comporter qui était différente des autres, bah alors tu pouvais être jugée comme étant une sorcière, et tu étais immédiatement tuée. Donc la validation masculine, c'était ça qui te permettait de survivre. Maintenant, même au travail, la compétence peut passer après le charme d'ailleurs. C'est le beauty privilege par excellence. Et quand on parle de comportement, une femme qui va s'imposer, on va la considérer comme agressive et ça n'est jamais validé. Pour les hommes, la course à la validation prend une forme différente. Souvent, il y a quelque chose tourné autour de la carrière. Encore une fois, pendant des siècles, on leur a appris que c'était eux les breadwinners. C'est eux qui doivent avoir une carrière parce qu'ils sont en mesure de faire des études, ils sont en mesure d'aller travailler. Donc ils doivent réussir professionnellement, ils doivent grimper l'échelle sociale, ils doivent réussir à avoir de l'argent. C'est ça qui leur permet d'avoir un statut, de dominer et d'être assez attrayant pour pouvoir plaire à une femme, en tout cas dans le passé. Et ensuite, il y a aussi quelque chose lié à la personnalité. Toute faiblesse, entre grands guillemets, parce que c'est comme ça que c'est considéré chez les hommes, émotionnelle par exemple,
va être perçu comme un échec. Et si tu te trouves pas une femme, tu vas pas avoir d'héritier, donc tu vas perdre ton nom, donc t'es une grosse merde. Et au niveau social global, cette dépendance perpétue les inégalités. Les femmes restent sous-représentées, par exemple, dans les sphères décisionnelles. Les hommes sont piégés dans des rôles qui sont limitants. Et on continue de reproduire ces schémas génération après génération, comme si c'était une tradition. Comme si c'était Noël, voilà. C'est incontournable, il faut passer par là. Bon alors, comment sortir justement de cette spirale ? Il y a l'autonomie émotionnelle. Voilà, on va en thérapie. Mesdames et messieurs, on va en thérapie. On commence à debunk. Tiens, alors moi, j'ai fait un date. Il fallait absolument que le mec me kiffe. Et ensuite, on commence à se poser des questions. Fais du journaling, apprends à connaître ta valeur, regarde-toi dans un miroir, développe de l'autocompassion. En tout cas, la validation masculine, c'est une quête complexe, c'est historique. Comprendre d'où elle vient, pourquoi elle persiste et quelles en sont les conséquences, c'est aussi se donner les moyens de la déconstruire pour que femmes et hommes puissent enfin exister par eux-mêmes. Et si je pouvais retourner à ce date, être face à ce mec qui est en train de me dire « Non mais moi, j'aime pas les féministes, encore plus quand elles sont en colère et tout. » Je lui dirais, pas de chance parce que t'es tombé sur une vraie féministe en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!